Le feu dans la ville. Un dépôt de carburant s'enflamme à Paris. Au départ, un appel banal, mais ce n'est pas un incendie de routine. Et puis, vous allez le voir, surgit un nouveau drame. 10 pompiers, au cœur de l'incendie, s'embrasent devant les caméras. Pompiers, je vous écoute. On vous a signalé qu'il y avait, de l'autre côté du boulevard Victor Hugo, une grosse fumée, des grosses flammes sur des cuves. Pas du tout. 1 minute après l'appel. Le nom de la rue qui passe là-bas, vous savez pas ce que c'est? Ouais, non, je sais pas, mais il y a des grosses flammes, il y a des cuves et c'est très noir comme fumée. 1 minute 30 après l'appel. Deux minutes après l'appel. Un incendie d'envergure vient d'éclater dans un dépôt d'essence à Saint-Ouen, au nord de Paris. À côté des voies? C'est par là, je le vois de ma fenêtre et ça m'inquiète un peu, c'est tout. On va essayer de trouver, monsieur. Et je pars rue Pierre à Saint-Ouen où nous avons un feu de dépôt pétrolier. L'angoisse des riverains reflète les risques majeurs que nous côtoyons chaque jour dans nos sociétés industrielles. Un début de panique gagne le quartier au point de saturer le standard des pompiers. Écoutez cette femme. Pompiers, allô? Oui, je voudrais savoir s'il y a des précautions à prendre. Et ça arrive sur nous, alors il faut tout fermer, je pense. Ah, vous fermez. Oui, mais c'est chimique, c'est quoi? Ah non, c'est un dépôt de fioul. Au milieu des flammes, de la chaleur, du brouhaha, risquant leur vie à chaque instant, les sauveteurs n'arrivent pas à comprendre les mécanismes de l'incendie. La flaque ne cesse de se répandre un peu partout et les pompiers sont impuissants à arrêter la progression des flammes. La situation empire, on est au bord d'une catastrophe majeure. Ils se trouvent face à une nappe de feu alimentée en permanence par une fuite impossible à colmater. Allez, c'est parti! Le chef de dépôt nous a affirmé que toutes les vannes étaient fermées. Donc nous allons essayer d'arrêter cette fuite en déversant du sable et de la terre pour colmater ce petit geyser. Des bouteilles d'acétylène viennent d'exploser, blessant sérieusement un pompier à la cuisse. Allez, Yannick! Revenons au sinistre. Cette fois, les flammes ont forcé les limites du dépôt. Je vous rappelle que nous sommes en pleine ville, à la périphérie de Paris. Le feu s'attaque maintenant à la voie ferrée voisine. La flaque est en train de s'étendre. Elle a franchi les limites du dépôt. Elle est en train d'envahir les voies SNCF et brûler des wagons. Dans cette remarque et dans ces images, tout l'abattement et peut-être même l'impuissance des hommes dont le métier est d'affronter le feu. Les pompiers sont impuissants à arrêter les flammes. Le feu ne cesse de gagner du terrain. Les lances continuent à déverser des tonnes d'eau et de mousse, mais rien n'y fait et l'on commence sérieusement à craindre le pire. Mais regardez, comme happé par la fatalité, soudain c'est le drame. Dans de tels cas de brûlure, dans de tels accidents qui peuvent nous arriver à nous tous, y compris à la maison, un geste simple peut nous sauver ou limiter les dégâts. Regardez, c'est la seule méthode à employer et ça sert dans tous les cas, qu'on soit gravement brûlé ou pas. Il faut arroser très longuement avec de l'eau pour refroidir la brûlure. Allez, tempéré, oui. Tu me fasses une méthode, je vais couler la mienne. Ouais, je vais dire 3 minutes, hein. C'est pas ça, on refroidit comment, hein.
Les pompiers luttent désespérément depuis plus de 4 heures. Les dégâts ne cessent de s'étendre. Soudain, le feu va s'arrêter de lui-même. L'explication, elle est banale, presque stupide. Depuis 4 heures, une vanne déverse son carburant comme du pétrole dans le désert. Personne ne s'en aperçoit car le tableau de contrôle de cette vanne a été détruit dès le début de l'incendie. Il a suffi de la fermer pour couper l'alimentation et que le feu s'éteigne rapidement. Colonel Rosier, je ne me trompe pas, il faut arroser les brûlures avec de l'eau froide et de préférence de l'eau qui ne soit pas souillée. C'est vrai. Il faut refroidir la personne qui vient d'être brûlée. Et ça permet d'éviter que la brûlure ne devienne plus grave. Je vais d'ailleurs vous donner une aide pédagogique. C'est la règle des 10-15. Quelqu'un qui vient d'être brûlé, il y a 10-15 minutes, qui est donc encore chaude, il va falloir l'arroser à 10-15 cm avec de l'eau à 10-15 degrés pendant 10-15 minutes. Alors, quand on voit les images terribles qu'on a vues tout à l'heure dans ce reportage, on se demande si les pompiers n'ont pas fait une erreur. Ils ont été cernés par les flammes, vous êtes des professionnels du feu. Quel enseignement en tirez-vous? Nous sommes obligés de prendre des risques pour essayer de contenir le feu. Donc nous avons pris un risque. Le risque, c'est de faire avancer notre personnel sur la flaque qui est éteinte par la couche de mousse. Mais ce faisant, on a déchiré la couche de mousse et on avait un risque de réinflammation et le risque s'est réalisé. Merci mon colonel, je vais me tourner maintenant vers l'un de ceux que l'on a vu dans ce reportage il y a quelques instants. Vous étiez tiré par vos camarades, sergent Bretel, vous avez subi des greffes. J'ai subi des greffes, oui, aux faces postérieures des deux cuisses. Et au bras, là, je vois que vous avez une brûlure. Le bras, bon, c'est des 2e degré profond, simplement. Enfin, simplement, si j'ose dire. Et dans la tête, est-ce qu'il y a des blessures? J'ai pas repris le travail, donc étant toujours en convalescence, je peux pas vous dire. Peut-être que j'aurai une autre réaction face au feu si j'espère un jour être confronté de nouveau à un feu. Vous avez vu cependant un psychologue? Un psychologue, oui, à l'hôpital des Brûlés, à Percy, où j'étais traité, qui m'a posé diverses questions sur mes rêves, si j'avais des nuits agitées, si je faisais des cauchemars. Et alors? Et bon, j'ai jamais fait de cauchemar, j'ai juste eu quelques réactions, quelques frissons face à des flammes à la télévision, mais pas de rêve, pas de nuit agitée, pas de cauchemar, pour l'instant. Vous restez dans les pompiers de Paris? Bien sûr. Mon colonel, dans ce genre de situation, est-ce qu'il y a vraiment une attitude à avoir lorsqu'on en est un professionnel du feu? Le cas de Bretel, s'il se représentait, aurait un peu la même issue, c'est-à-dire que c'est les camarades qui le sortiraient du mauvais pas dans lequel il se trouve.